Maintenant, pour faire le bilan de ce début de session, de ce début de 44e législature qui a été lancée le 22 novembre et qui se termine donc cette semaine, je retrouve les journalistes Joël Denis Bellavance, Marie Vastel et Yves Malo. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on est déjà en mode bilan. Il me semble qu'on vient de débuter, en fait, cette nouvelle session. Ce début de nouvelle session a été plutôt court, 4 petites semaines seulement. Alors, je vais vous demander d'abord à chacun d'entre vous, quel a été le moment le plus fort de ce début de session? Joël Denis, je commence par vous. Bien, je pense que ça va faire probablement l'unanimité au sein des collègues, mais je dirais que le moment fort a été lorsque la Chambre des communes a adopté à l'unanimité, à toute vapeur, le projet de loi qui interdit les conversions de thérapie. On a vu la même chose aussi au Sénat, donc on peut dire que c'est un grand moment pour cette petite session de 4 semaines. On a vu qu'on a mis de côté la partisanerie et les débats acrimonieux pour faire passer l'intérêt supérieur de la population, et ça a été démontré de façon magistrale à la Chambre des communes. Marie? Oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'avais choisi l'adoption de ces 4 comme moment fort. Je pense parce que c'était un rare moment de bonne entente transpartisan. Et puis, au moment où le vote est passé, vraiment, on a quand même senti toute l'émotion dans la Chambre. Vous avez montré des images brièvement. Les gens, on les voit, les gens qui applaudissaient, qui se sont fait des accolades. Même Michel Rempel, qu'on voit en rouge, qui sautait, on la voit, qui sautait de joie, presque dansait. Et je pense que c'était peut-être aussi émotif parce que c'était l'aboutissement quand même d'un long processus tout au long de l'étude, du dépôt de ces projets de loi des anciennes moutures. C'est toujours très émotif, des députés, des ministres lors de la présentation des projets de loi qui parfois étaient devant nous les larmes aux yeux, des témoins en comité aussi qui ont eu des témoignages très, très, très touchants, mais aussi très difficiles. Donc, on sentait là vraiment le soulagement de tous ces gens-là que le projet de loi soit enfin adopté, et peut-être aussi un peu là, les traumatismes qui remontaient et qui expliquaient là, la grande émotion ce jour-là, mais c'était pour une fois un beau moment. Ouais. Et votre moment le plus fort de ce début de session à vous? Je ne peux qu'être d'accord avec Joël Denis et Marie parce que effectivement c'était une belle unanimité. Mais c'était rafraîchissant de voir ça, même si les intérêts de chacun étaient fort divergents. On sait que M. O'Toole, il voulait davantage faire entrer dans le rang les conservateurs sociaux. Du côté libéraux, on voulait régler, mais on prenait un plaisir évident à mettre les conservateurs dans l'embarras avec ce dossier-là. Mais finalement, M. O'Toole a bien joué ses cartes et est allé pour le bien commun. Et le résultat a été un vote unanime. Et ben bravo, ça règle un problème qui, pour plusieurs, semblait une aberration, c'est-à-dire de permettre ces thérapies de conversion. Oui. Donc, on vient de parler d'un moment fort, des succès, finalement, de ce début de session, mais il y a eu aussi des moments moins, je dirais, mémorables. Quel a été votre, maintenant, moins bon coup de ce début de session? Joël Denis, je retourne avec vous. Je vous dirais le fait que Justin Trudeau ait tardé à convoquer les parlementaires au travail. On s'attendait à ce que M. Trudeau agisse rapidement, convoque rapidement le Parlement parce qu'il avait utilisé ce prétexte pour déclencher des élections. C'était l'élection la plus importante depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais ça n'a pas paru après, une fois que les élections ont été terminées. M. Trudeau a mis 2 mois à se rendre au travail. Je dirais que ça, c'est le moins bon coup de la session. Pourquoi? Parce qu'on a perdu du temps, on a perdu probablement un mois de session. D'autres projets de loi importants pour le gouvernement auraient pu être adoptés. Les comités parlementaires seraient probablement fonctionnels au moment où on se parle. Il faudra attendre au début de février pour que ce soit le cas. Donc, du temps perdu, du temps précieux, et je pense qu'on ne peut pas récupérer ce genre de temps pour ce qui est de ceux qui attendent que les projets de loi soient adoptés. Oui, Marie, à vous, quel a été votre moins bon coup de ces 4 semaines de session parlementaire? Ouais, moi, c'est un peu plus large, mais c'est l'adoption expéditive là, de ces 3 projets de loi qui avaient été jugés prioritaires par le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, ces 2, les aides pour la pandémie, le prolongement de mesures d'aide pour la pandémie, ces 3 qui apportent 10 jours de congé maladie pour les travailleurs de juridiction fédérale et qui resserrent l'interdiction là, d'harceler les travailleurs de la santé ou de bloquer l'accès à des établissements de soins de santé, et le
C4 dont on parlait sur les thérapies de conversion. Je pense qu'il y a personne au Parlement qui était contre l'interdiction des thérapies de conversion, mais reste que la nouvelle mouture du projet de loi quand même était un peu plus large que la précédente qui avait été étudiée abondamment dans la session précédente. Et elle aurait peut-être eu mérite à être étudiée, ne serait-ce qu'un petit peu en comité parlementaire ou sénatorial. Pareil pour le C3. Il y a eu des témoins qui ont été invités au Sénat pour parler des 10 jours de congé maladie pour les entreprises de juridiction fédérale, mais il n'y a pas eu d'experts légaux, le barreau du Canada, par exemple, pour parler des peines qui seront plus sévères pour le harcèlement de travers de la santé ou le fait de manifester puis de bloquer l'accès à certains établissements de santé, des hôpitaux, des centres d'avortement. Ces interdictions-là existent déjà. A-t-on besoin de les élargir? Est-ce nécessaire? On ne le saura pas. Est-ce qu'il y a une pente glissante peut-être à sévir davantage? On ne le saura pas non plus. Je comprends que ces projets de loi étaient prioritaires. Je comprends que les conservateurs, comme disait Yves plus tôt, avaient avantage à ne pas s'opposer à certaines de ces mesures-là, mais je pense que les parlementaires ont peut-être manqué à leur responsabilité de législateur. Donc, ça aurait pu être débattu davantage que ces trois projets de loi. Un petit peu. Ouais. Yves, de votre côté, le moins bon coup de cette session parlementaire, de ce début de session? Pour moi, ce fut le discours du trône, parce que le discours du trône a été l'illustration que nous sommes allés en élection pour absolument rien. Parce que quand il y a eu ce discours du trône, on a dit la priorité, c'est de combattre la pandémie. J'ose croire que s'il n'y avait pas eu d'élection, la priorité aurait encore été de combattre la pandémie. Et tout ça avec une livraison, faut-il le dire, un peu pénible d'une gouverneure générale qui ne comprenait pas nécessairement ce qu'elle disait en français. Alors, après la lecture du discours du trône, j'ai été comme bien d'autres personnes en me disant tout ça pour ça, plusieurs points d'interrogation. On va maintenant s'attarder davantage aux individus parce que, évidemment, au terme de l'élection du 20 septembre, il y a eu des nouveaux venus à la Chambre des communes, mais des visages aussi beaucoup plus familiers. Je me demanderais quel est le parlementaire ou la parlementaire qui s'est le plus illustré en ce début de session à Ottawa. Joël Denis, je retourne à vous. Oui, moi je dirais la ministre de la Défense, Anita Anand. Elle avait déjà agréablement surpris et impressionné les gens lorsqu'elle était à la barre du ministère de l'Approvisionnement et des Services publics. Elle le fait encore en tant que ministre de la Défense en s'exécutant rapidement. Elle a dit qu'elle était une femme de parole qui aimait à être jugée par les résultats. Or, les résultats sont déjà probants. Des excuses ont été offertes aux victimes d'inconduite sexuelle au sein des Forces armées canadiennes. Elle a déjà annoncé aussi le transfert des causes d'allégations d'inconduite sexuelle et d'agression sexuelle de la justice militaire à la justice civile. Donc, déjà, en quelques mois, elle fait sentir sa présence. Et donc, on peut dire que Mme Anita Anand est une femme de parole. Ça me fait un peu penser à une réflexion qu'avait eue le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, on lui demandait s'il était prêt à aller de l'avant avec la loi sur les mesures de guerre. Il disait « Just watch me ». Dans le cas de Mme Anita Anand, on peut dire « Just watch her ». Elle est impressionnante. Yves, de votre côté? Moi aussi, c'est Anita Anand. Il faut dire qu'en moins de 2 semaines, elle a fait plus que M. Sajjan, son prédécesseur, en 6 ans. Alors, c'est pas rien. Et elle a pris des décisions rapides. Elle a pris des décisions qui faisaient pas nécessairement l'affaire de l'état-major, alors que M. Sajjan, lui, ne voulait pas déplaire à l'état-major de l'armée. Et la grande spécialité de M. Sajjan, c'était de tout pelleter par en avant, ce que Mme Anand ne fait pas. Alors, bien sûr, certaines personnes pourraient dire que la barre n'était pas très haute, mais elle est quand même passée par-dessus. Oui, on sent vraiment que c'est une étoile montante, Mme Anand. Ouais. Marie, de votre côté, est-ce que c'est la parlementaire qui s'est le plus illustrée pour vous aussi? Moi aussi, j'avais choisi Anita Anand, mais j'avais le pressentiment que mes collègues feraient de même. Donc, j'en ai une autre à proposer. Anita Anand, pour toutes les raisons qu'Yves et Joël Denis ont évoquées, même si je pense qu'il lui reste encore des défis, pas nécessairement à elle, mais on sent qu'elle veut agir, qu'elle veut enfin régler tous ces problèmes-là. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne seront pas de son ressort, comme la hiérarchie au sein des Forces armées. Est-ce qu'elle va répondre aussi favorablement aux changements qu'elle veut imposer? Et sur le
transfert des dossiers des plaintes d'inconduite sexuelle au système de justice civile. Reste à voir, on sait ce qui advient là, parfois des plaintes dans le système de justice civile. Reste à voir s'il y aura des accusations de déposer ou même des condamnations. Mais donc, si je veux faire différent de mes collègues, moi, j'avais aussi envie de parler de Christina Michaud du Bloc québécois, députée moins connue que Mme Annan, mais quand même, je trouve qu'elle s'est bien illustrée cette courte session parlementaire. Mme Michaud qui a abondamment parlé des armes à feu, de la violence qui augmente là, par armes à feu à Montréal. C'était pas évident parce que la session aura surtout été dans l'ombre du variant Omicron qui éclipsait pas mal n'importe quel autre sujet. Mais quand même, je trouve qu'elle a talonné le gouvernement, qu'elle a posé toutes ses questions en chambre écoutée sur le sujet. 21 des 104 questions du Bloc québécois. C'est pas rien. Donc, quand même, il faut reconnaître là, que sur son dossier, elle l'aura adéquatement défendu. Oui. En terminant, évidemment, je ne peux pas vous laisser partir sans vous entendre sur l'avenir de Justin Trudeau. On a le sentiment que l'année 2022 va être celle de toutes les spéculations. Le premier ministre Trudeau, à chaque fois qu'il se fait demander s'il va se présenter de nouveau à la prochaine élection, sans surprise, évidemment, il répond toujours oui. Mais quand même, Joël Denis, est-ce qu'on peut le croire? Moi, je pense que M. Trudeau, c'est son dernier mandat et qu'il est en train de construire son héritage politique. On le voit avec les garderies. Il reste une province à signer, ça devrait se faire au début de la nouvelle année, c'est l'Ontario. Et il reste aussi la question de la lutte au changement climatique. On va voir l'empreinte de son gouvernement dans la lutte au changement climatique. Donc, on voit par toutes ces mesures et aussi, évidemment, la question de la lutte contre la COVID. Je pense que ça va faire partie de son héritage politique, mais il construit son héritage politique. Et je trouve fascinant d'avoir deux choses. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui est aussi vice-première ministre, va publier au cours des prochains mois, peut-être la prochaine année, son autobiographie. C'est pas autorisé, mais il va y avoir une autobiographie de Mme Freeland. Ça veut donc dire qu'il y a une course au leadership larvée qui s'amorce et que d'autres vont probablement aussi tenter de se faire valoir de la même façon. Et quand on regarde la paire des questions à votre réseau, CEPAC, Esther, on voit que le cadre qui pointe sur M. Trudeau, on voit les principaux prétendants au trône. François-Philippe Champagne, par exemple. Chrystia Freeland, on la voit également. Mélanie Joly également, je pense qu'on fait partie du lot. Et enfin, celle dont on a parlé tantôt, Anita Anand, la ministre de la Défense aussi, je pense qu'elle sera sur les rangs pour briguer la direction du Parti libéral. Donc, il y a une course larvée, je vous dirais, qui commence à prendre forme. Et je pense que c'est un signe que M. Trudeau est en train de construire son héritage politique et terminer un dernier mandat comme premier ministre. Marie, il nous reste plus beaucoup de temps. Est-ce que Justin Trudeau en est à son dernier mandat? Je ne suis pas convaincue. Je partage les observations de Joël Denis et on sent quand même un peu Justin Trudeau plus en retrait là, depuis le début de son nouveau mandat. Par contre, il y a quelque chose qui me chicote toujours, c'est son esprit compétitif. Monsieur Trudeau aime la compétition, il aime défier les paris et je n'exclus pas que si Monsieur Trudeau sent qu'il pourrait gagner un gouvernement majoritaire ou battre quand même assez confortablement les conservateurs une nouvelle fois. Je n'exclus pas qu'il soit quand même tenté par une dernière compétition là, et que ça joue dans sa décision. Yves, le mot de la fin quant à l'avenir de Justin Trudeau. Oui. Je crois qu'il pourrait partir, mais évidemment, il faut régler le problème des garderies, il faut régler le problème de la pandémie. Est-ce que tout ça va être réglé avant la fin du mandat? Faudra voir. Mais il faut voir aussi quelles sont ses ambitions à M. Trudeau. Est-ce qu'il veut aller travailler sur la scène internationale? Si c'est le cas, bonne chance, parce que son dossier en termes de relations internationales n'est pas terrible. Alors, il faudra peut-être qu'il réduise ses ambitions s'il veut aller sur la scène internationale. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il termine sa carrière politique fédérale. Et il va célébrer ses 50 ans dans quelques jours, en fait, le 25 décembre. Alors, ça va peut-être alimenter sa réflexion. Joël Denis, Marie et Yves, c'était notre dernier panel pour cette année. Je vous remercie. Je vous souhaite vraiment de très joyeuses fêtes et au plaisir de vous retrouver à la reprise des travaux aux communes, quelque part à la fin du mois de janvier. Merci. 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 Au revoir. Joyeuses fêtes aussi.